Test. It's a camera or you're just sharing screen? No, c'est l'autre. Yeah, no, l'autre. Yeah. Yeah, but I don't want them to see that. I'll see that. Okay, just leave it like that. Test, test. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro parle? Test. Bonjour. Allô? OK, ah. Bonjour. Allô tout le monde? Test. Non. Allô? Allô, bonjour. Est-ce que ça fonctionne? I'm on mute. Oh. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Pas attentif. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelqu'un? Bonjour, Morton. Bon, dis-moi pas qui nous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, Morton. Allô, Fred? Oui, maintenant. OK. Good. OK. Bon. Bon, on va commencer. Morton, est-ce que vous voyez les diapos sur l'écran? On a eu un peu de la misère à matin. On veut juste s'assurer que le tout est là. On veut juste confirmer que le monde par webinaire peut voir les diapos, peut voir l'écran. OK. Alors, on a plus de monde à distance que dans la salle. Alors, pour ceux qui sont à distance, le seul moyen de communiquer, c'est en posant une question. Alors, on va vous poser des questions tout au long de la présentation pour être sûr que vous êtes attentifs pour que vous ayez vos UFC. Aussitôt que vous avez une question, moi, je vais la poser. Alors, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème, vous ne nous entendez plus, vous ne voyez plus rien, cliquez sur le question, puis on va s'ajuster. Alors, je laisse la parole à Stéphanie Osborne. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais juste... Bonjour pour la 8e fois. Bon, premièrement, on s'excuse pour le fait qu'on a eu un peu de problème un matin avec le webinaire, mais j'espère que tout va bien. Nous allons regarder aujourd'hui une comparaison vraiment intéressante concernant un produit de vie universel versus un produit de vie entière avec participation. Je reçois très, très, très souvent la question de la part de mes conseillers, quel produit sera le mieux pour le client? L'affaire, c'est qu'à la fin de la journée, il faut savoir, il faut connaître le but, l'objectif du client pour vraiment bien répondre à la question. Mais aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons voir premièrement les tendances en assurance. Donc, nous allons voir comment nous sommes arrivés ici en 2019 avec 2 produits qui peuvent vraiment être le bon choix pour le client. Deuxièmement, on va faire une comparaison des options.
Donc, ça va être fait en faisant une étude de cas. Donc, on va prendre un monsieur qui gagne X par année et nous allons faire une comparaison des dépôts en VU versus VE pour voir ce que ça donne. Finalement, on va faire une conclusion, on va faire une sommaire pour voir quel produit était vraiment le mieux pour le client. Donc, sans tarder, nous allons commencer avec des tendances en assurance. Premièrement, nous allons commencer avec des tendances en assurance vie universelle. OK, ça va être moi qui va... C'est moi qui fais ça? Oui? 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 Ah, voilà. Est-ce que je peux... Good. OK. On a déjà vu tout ça. Excuse-moi tout le monde. Bon, tendance en assurance. Puis premièrement, nous allons commencer avec des tendances en assurance vie universelle. Premièrement, j'aimerais commencer par demander à tout le monde qui est dans la salle aujourd'hui, puis peut-être ceux qui sont aussi par webinaire, est-ce qu'il y en a qui ont commencé peut-être dans le domaine il y a une vingtaine d'années? Oui? Trentaine d'années? Non, pas encore. 10 ans? 5 ans? OK. Donc, si ça fait au moins 10 ans que vous étiez dans le domaine, vous savez qu'on a eu bien des changements au niveau des impacts fiscaux pour les produits. Premièrement, on va commencer avec les ventes pendant les années 2000 en termes d'une vie universelle. La raison pour laquelle on a commencé à vendre ces genres de produits, c'est quoi, pensez-vous? Pourquoi nous avons développé la vie universelle? C'est pour répondre à quel besoin? Oui, absolument, absolument. Puis il y a eu bien de la misère avec la vie entière dans les années 1990. Fait qu'on voulait des garanties, c'est ça justement. Là, rendu en 2010, il y a eu, comme on appelle, la guerre des primes parmi des assureurs qui offraient justement un produit de vie universel. C'était vraiment pas cher, pas dispendieux pour acheter un produit VU dans le marché. Puis, je vous donne un exemple. Dans ma vie privée, ma vie personnelle, quand j'étais conseillère, j'ai vendu un produit de VU à ma meilleure amie. Elle ne voulait pas l'acheter parce qu'elle n'avait pas de budget. Puis, elle voulait justement, elle avait une hypothèque, il fallait le protéger. Puis, elle disait, ben, je veux un produit qui est permanent. Je veux payer la même affaire pendant toute ma vie. Je ne veux pas avoir d'augmentation. Je veux quelque chose garanti. Donc, j'ai dit, bon, on a deux options, c'est vie entière VU. Et on va choisir entre les deux pour voir parce qu'elle voulait aussi la flexibilité de faire des dépôts additionnels dans le produit. Donc, j'ai vendu un 300 000. Je pense qu'elle avait l'âge de 28 ans quand on l'a vendu. Et est-ce que vous savez ça coûtait combien la prime mensuelle? 42, OK. Un autre 70, très proche, 66 par mois. L'année prochaine, sa belle-sœur était dans la même situation, venait d'acheter une maison, voulait le même produit, voulait tout. Puis elle voulait exactement ce que mon ami avait acheté l'année précédente. La même affaire complètement, le même produit. Est-ce que vous savez, ça coûtait combien? Ça, c'est dans l'année 2011. Counivelé, 2011. 183. Il y a eu une augmentation énorme relative à la prime de la VU. Et donc, rendu en 2010, là, on commence à avoir des augmentations en VU et finalement, il y a une révision des tarifs. Là, les fameux changements fiscaux en 2017 qui ont été portés non seulement en VU, mais aussi en vie entière, on a vu des modifications envers des stratégies qui ont été implémentées avec les conseillers. Là, tout d'un coup, la vie entière devient de plus en plus intéressant parce qu'on a des augmentations en termes de valeur de rachat, toujours à l'abri de l'impôt. Mais là, d'une façon ou d'une autre, le fait que le CBR a été changé par rapport aux changements fiscaux, il y a eu des augmentations relatives à la vie entière en termes de vente. Donc, vous voyez ici, j'imagine que c'est tout le monde qui a déjà vu ce genre de diagramme. C'est l'indice, OK? Donc, est-ce que vous remarquez quelque chose ici qui est intéressant quand même? Quand même des fluctuations. On peut dire que ce n'est pas quelque chose de constant, ce n'est pas nécessairement quelque chose de prédictible.
Et donc, il y avait justement un besoin dans le marché d'aller chercher quelque chose nivelé, quelque chose garanti, quelque chose prédictible. Bon, là, c'est intéressant comme comparaison parce qu'on voit les ventes, je crois que c'est des chiffres LIMRA. Donc, on voit les ventes par rapport à chaque produit débutant dans l'année 2000. Excuse-moi tout le monde. Si on prend le diagramme tout à l'heure, si on met ce diagramme justement sur l'autre écran, vous allez voir que ces changements, les affaires qui ont changé dans l'industrie, justement, ils ont eu un impact énorme sur les ventes pour chaque. Donc, on a commencé dans les années 1990 avec beaucoup de ventes relatives à la vie entière. Oh my God! Là, rendu ici, mettons dans l'année 1995, on commence à voir l'augmentation à la vie universelle. Là, j'ai déjà mentionné pourquoi il y aura peut-être cette augmentation. Je vais demander aux participants sur le webinaire de répondre à la question. Pourquoi dans les années 1990, vous avez vu une augmentation de ventes relatives à la vie universelle? Peut-être on peut voir ici la réponse à la question. Non? Okay. Lucie n'est pas là, donc vous avez une question gratuite. C'est justement parce qu'il y a eu des troubles par rapport aux produits vie entière avec des problèmes judicieux. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui ont dit, ben, j'ai été vendu un produit. Mon conseiller me dit qu'il y avait des garanties par rapport aux dividendes qui étaient attribués dans le produit. Et à cause de ça, je pensais que j'avais libéré ma police. Ce n'était pas nécessairement le cas. Il y a eu des diminutions par rapport au taux d'intérêt, des augmentations. Fait que ça a changé les valeurs dans les contrats. Pour cette raison, on a commencé à vendre le produit VU jusqu'au temps que, encore une fois, les années 2010, 2011, 2012, tout d'un coup, on voit des augmentations relatives à la prime en VU. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu une augmentation de prime? C'est ça, justement. Les taux d'intérêt ont baissé et pour cette raison, les garanties, il fallait qu'ils changent aussi. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui se souvient, on avait des produits, je m'en souviens en particulier d'un produit Maritime Life qui était garanti à 4 %. Ça n'existe plus dans le marché, justement. Ça n'existe plus dans le marché. Là, on a des garanties de 0. Il faut mentionner, dans 2 semaines, Sun Life va faire un lancement d'un nouveau produit en VU. Il y aura une garantie de 2 % là-dedans. Donc, quand même, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas le 4 % qu'on avait auparavant. Est-ce qu'on a des questions à date? Là, on va faire une comparaison des options. Bon, pour ceux qui ont déjà... Normalement, quand je discute avec un conseiller quel produit il veut vendre à son client, normalement, il me dit, ben, je suis dans le camp de vie entière. Je vends que la vie entière. Ou, je suis sur l'équipe de VU, je vends que la VU. C'est pas prédictible la vie entière, c'est pas garanti la vie entière, ou le VU ne donne pas assez en termes de rendement. L'affaire, c'est que ça soit avec une vie entière ou une vie universelle, vous allez voir ces aspects qui sont identiques dans chaque produit, sont pareils. Donc, une couverture permanente avec les deux, oui, on s'entend. Croissance de la valeur de rachat à l'abri de l'impôt, oui. C'est un aspect fondamental pour un produit permanent, c'est que n'importe quel placement qui est mis ou je peux dire même dépôt qui est mis dans ce produit qui va gagner un rendement, ça va toujours être fait à l'abri de l'impôt. Ça, c'est complètement au contraire de quoi?
peut-être un fonds distinct, que si vous mettiez des dépôts là-dedans, s'il y a de rendement, s'il y a de croissance là-dedans, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'année? C'est ça. Il y a un impôt à payer. Garantie. Est-ce qu'il y a des garanties? Oui. Même dans une vie entière, nous avons une prestation d'essai qui est garantie et des valeurs de rachat qui sont garanties. Est-ce qu'il y a des garanties dans un VU? Oui. C'est une garantie à 0, mais ça existe quand même. Est-ce qu'il y a une prestation d'essai qui est garantie? Oui. Offerte à part de 0 ans. On a 3 produits en vie entière chez nous. Un des produits est disponible pour des enfants. Donc, oui, juste à partir de 0 ans, on peut acheter n'importe quel produit. Option de paiement rapide. Oui. Chez la Sun Life, on peut faire des 10 paiements, des 20 paiements avec chaque. Paiement à vie aussi. Avec notre VU, 15 paiements. Un TRA jusqu'à 85. Dans 2 semaines, il y aura un autre TRA jusqu'à 100 ans. Donc, oui, nous avons des paiements, amples de paiement. Garantie facultative, évidemment. Non, moyen syndrome. Attends, pause. Ça fonctionne d'après nous. Là, c'est OK. Là, c'est OK. OK. Merci, Joliane. OK. Bon, est-ce que c'est possible d'emprunter pour financer la retraite? Oui. Je vais poser la question justement pour les participants. Parmi quelles sortes de situations est-ce qu'on peut accéder les fonds dans un produit permanent? Vous pouvez répondre en posant une question. Comme Jeopardy. OK. OK, je continue. Ah, attends. Oh. En faisant un emprunt. Oui, justement. Donc, un prêt. Il y a 2 genres de prêts. Il y a le prêt en collatéral et troisièmement, bien évidemment, on peut prendre une retraite qui est imposable. Puis finalement, la possibilité de surprovisionner le contrat. Donc ça, toutes ces options qui sont indiquées ici sont disponibles, peu importe le produit. Bon, option de placement. Là, on va voir, puis encore une fois, pour ceux qui ne m'ont pas entendu auparavant, tantôt, j'avais dit que dans 2 semaines, nous allons lancer un deuxième produit en VU. Donc, il y aura d'autres options qui sont disponibles, mais ça, c'est ce qui est disponible pour l'instant pour le produit qui est sur notre gamme de produits. Donc, vie universelle, premièrement, comme tout le monde, un compte à intérêt quotidien. Donc, le garantie est quoi? 0. Compte à intérêt garanti 10 ans, mettons 20 ans, garantie de 0, encore une fois. Et plusieurs options de compte indiciel ainsi que notre compte diversifié que nous allons discuter tantôt. La vie entière avec participation, ça fonctionne un peu différemment de la VU. Et ça, c'est une des distinctions entre les 2 produits. Donc, avec une vie universelle, vous avez le choix pour quel placement vous voulez utiliser pour les fonds. Avec la vie entière, vous avez acheté la philosophie d'investissement et de placement chez la Sun Life. Donc, vous allez participer dans les risques et les rendements que nous allons avoir d'année en année avec ce produit. Donc, est-ce qu'il y a un placement? Oui, c'est un compte participant que nous avons. Il y a maintenant presque 22 milliards contenus là-dedans et 1,2 million de propriétaires de contrats. Et donc, ces 1,2 million de propriétaires, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils donnent une prime qu'on va déposer dans la compte participante et qui va donner un rendement à la fin de l'année. Est-ce que c'est la même affaire que d'avoir des comptes de placement? Non. C'est
une compte participant, c'est ça que tout le monde participe dans le même compte. OK? Donc, c'est un peu différent. Donc, pour un client qui aime avoir le choix, est-ce qu'il va choisir une vie entière? Non. Pour une cliente qui aime vraiment juste payer pour son assurance, puis veut vraiment quelque chose qui est simple, il n'y a pas de gestion, c'est facile à faire, est-ce qu'il va choisir une VU? Oui ou non? Parce que quand même, on peut choisir d'avoir un compte d'intérêt. Justement. Trick question. Bon, volatilité. Excuse-moi. Pour ceux qui ne m'ont pas posé la question, ma deuxième petite wholesaler ici me donne un peu de... OK. Avec la volatilité, donc c'est deux options différentes, thank you. Deux options différentes de la vie universelle. Évidemment, les valeurs peuvent fluctuer, mais comment est-ce que c'est possible? Si on est investi dans un compte d'intérêt garanti, est-ce que ça va fluctuer? Non, pas vraiment. Si on choisit d'aller dans d'autres placements, évidemment, il peut y avoir une fluctuation. Okay? Avec la vie entière, il y a un processus d'uniformisation qui va faire que c'est plutôt un rendement stable. Est-ce que ça peut fluctuer? Oui. Est-ce que c'est plus constant, plus prédictible que d'être dans un placement? Probablement. Et puis, on va voir en détail justement comment ça fonctionne. Puis, une autre affaire super importante à mentionner, aussitôt qu'il y a un dividende qui est crédité dans une vie entière, la dividende est là toujours. OK? Ça serait là pendant toute la vie du contrat. Donc, les participations ne peuvent jamais tomber dans le négatif. Ça, c'est quelque chose à considérer parce que quand même, s'il y a un rendement négatif dans un placement pour VU, qu'est-ce qui arrive avec les valeurs de rachat? Ça va descendre, justement. Donc, ça, c'est quelques petites affaires à prendre en considération. Bon, concernant l'actif pour la compte participant. Le voici, ça c'est en date du 31 décembre 2018. Donc, c'est le plus récent comme chiffre que nous avons. Deux affaires que j'aimerais mentionner par rapport à notre compte participant. Premièrement, nous avons des placements de revenus privés à revenus fixes. Est-ce que quelqu'un, peut-être sur Webinar, peut me dire ça veut dire quoi? Je vous donne un instant. Ou dans la salle, si vous voulez aussi, vous pourrez répondre. C'est ça. Est-ce qu'ils sont vraiment là? On va voir. On va voir. Là, c'est OK. Repose la question, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un sur Webinar ou peut-être tout le monde peut m'expliquer qu'est-ce que c'est un placement privé à revenu fixe? Je vous donne un autre instant. OK. Fait que je vais répondre à la question. En effet, qu'est-ce que c'est? C'est un investissement que Sun Life va prendre dans un projet privé. OK? Donc, comme exemple, on a le train à Ottawa. Nous sommes l'investisseur en majorité dans ce projet. Qu'est-ce qui arrive dans cette situation? Il y a évidemment un rendement qui se fait au cours des années, mais c'est un rendement à long terme. À la fin de la journée, il va y avoir un rendement qui va être déposé dans le compte participant par rapport au projet que nous avons investi. OK? Donc, ça, c'est un aspect quand même assez important de notre portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est 16 du portefeuille. Nous avons plein de projets, puis ça nous donne l'option de faire diversifier notre investissement parmi plusieurs secteurs. Donc, ça donne un impact un peu conservateur par rapport à nos investissements. Ça nous donne aussi la capacité puis l'opportunité de se diversifier dans plusieurs secteurs. Donc, il y a ça. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire à mentionner, ce sont les biens immobiliers. Encore pour 16,5 %. Quand même, c'est un aspect de la portefeuille qui est important pour nous. Pourquoi? Parce que non seulement est-ce que nous sommes des propriétaires des édifices et des propriétés,
Mais nous avons aussi quoi? Quel genre de revenus est-ce que vous pensez c'est généré parmi ces biens immobiliers? Comme exemple, l'édifice sur René Lévesque, le 1250 René Lévesque, vient juste d'être acheté par la Sun Life et il n'y a pas un employé qui travaille là-dedans. Donc, qu'est-ce qui arrive avec tous ces bureaux qui remplissent l'édifice? Est-ce qu'ils payent un loyer? Est-ce que le loyer rentre chez la Sun Life? Oui. Et donc, là, 16% de la compte participante est très, très important pour générer aussi un revenu pour nous. OK? Est-ce qu'il y a des questions à date? Questions. On attend mal des questions des participants qui sont dans la salle. OK. Il n'y a pas de questions des participants à date. Ça, c'est la première fois. Des rendements de placement privés. Oui, OK. OK, on va lire les questions. Les rendements des placements privés à revenus fixes sont-ils aussi intéressants que les obligations? Super intéressant comme question. La réponse, c'est oui et même plus. Pourquoi? Parce que le rendement dans les obligations, c'est peut-être en moyenne, je ne sais pas, je vais juste deviner, mais des obligations même dans la vie de vos clients, c'est quoi, 2 peut-être? Ça, c'est vraiment, vraiment agressif, 2 pour les placements en revenu fixe, ça va être un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que le rendement va se éclarir ou on va voir le rendement plus vite qu'une obligation aussi. Donc, pour cette raison, ça va augmenter pendant des années. Puis en plus, aussitôt que le projet est fini, puis ça commence à générer un revenu, mais encore une fois, ça va rentrer dans le compte participant. Donc, oui, c'est aussi intéressant qu'une obligation et même plus en certaines situations. Bonne question. Il y avait un autre, je pense? Non? OK. On continue. Bon. Qu'est-ce que c'est l'uniformisation? En anglais, on appelle ça un smoothing, une formule smoothing. Non, c'est correct. OK. Donc, la raison pour laquelle on utilise une uniformisation, puis c'est pas juste nous, ça va être tous les assureurs au Canada qui ont une produit de vie entière avec participation, c'est que, comme on a vu tantôt, on a l'indice SCP. L'indice, il y a beaucoup de fluctuations. C'est pas prédictible. C'est difficile à savoir d'année en année de quoi ça va avoir l'air, les rendements. Même avec les placements, honnêtement. Pour ceux qui ont eu des clients en 2008, en 2001, vous savez qu'il y a eu bien des fluctuations, puis il y a eu même beaucoup de pertes, que peut-être même à date, c'est difficile à savoir si nous avons regagné les rendements qui étaient dans les comptes. Mais ce qu'il faut savoir avec l'uniformisation, c'est que d'année en année, on ne va pas nécessairement donner tous les rendements que nous avons gagnés dans le compte aux propriétaires de contrat. On va en garder quelques-uns. Donc, vous voyez ici, mettons comme exemple, en 2008, il y a eu une baisse de 30 ça, c'est dans l'indice, par exemple, là, mais on va utiliser ça comme exemple. Fait qu'il y a eu une baisse de 30 Ça ne veut pas dire qu'en 2008, nous avons baissé les participations de 30 Pas du tout, en effet. On a continué avec la même échelle de dividendes qu'on avait l'année précédente. Pourquoi? Parce qu'au lieu mettons, encaisser le 30 d'augmentation qu'on a eu dans l'année 1999 ou l'augmentation jusqu'à 28 qu'on a eu en 2003, on a encaissé ça. OK? Fait qu'on a mis ça à côté. On a pris un petit portion. On a donné ça comme dividende, comme participation aux propriétaires de contrat. Et là, par la suite, en 2008, quand il y a eu une baisse de 30 c'était pas nécessaire pour nous de baisser l'échelle parce qu'on avait un surplus à côté que nous avons accédé puis nous avons payé aux propriétaires de contrat. Donc, le processus d'uniformisation puis le processus de smoothing fait que d'année en année, juste pour le fait qu'on a eu une perte ou qu'on a eu vraiment une belle augmentation dans le compte, ça ne veut pas nécessairement dire que cet impact va être un impact au niveau des propriétaires du contrat. Est-ce que vous comprenez? Oui? Questions par les participants?
pour mieux illustrer le point, j'ai une question. Attends. OK. Pour illustrer le point, j'aime montrer ce tableau. Pourquoi? Parce que nous allons voir ici le taux d'intérêt des comptes avec participation avec la SANEF. On va voir encore le SCP. Et pour répondre à la question concernant les obligations, on a les obligations 10 ans pour le gouvernement du Canada. D'après moi, il y a quelques petites affaires qui sont super intéressantes. Premièrement, la moyenne de taux d'intérêt parmi les trois, les plus proches ici sont nous, notre échelle de dividendes, et l'indice. C'est ceux ici qui sont les plus proches. On s'entend? Par contre, si on voit l'écart, OK? Si on voit la différence en termes de risque, c'est ça, on parle ici, écart type veut dire le risque qui est associé avec le compte. On voit qu'avec 16% et 0,76 %, il y a quand même une belle différence entre les deux. Fait que, au niveau de risque, si on compare les deux qui ont comme en moyenne le même genre de stabilité, on peut dire, rendement, excuse-moi, merci. Donc, le rendement, c'est à peu près le même affaire, mais rendu dans la catégorie risque, si on est le client, lequel est-ce qu'on va choisir? Ça va être le taux de participation avec le SANEF. Troisièmement, en voyant ici les obligations, si on voit, mettons, le minimum qui était garanti pendant 25 ans, bon, on s'entend que le moins 33, c'est une autre affaire complètement, mais si on regarde les obligations du gouvernement du Canada à 1,8 %, puis on compare ça à 6,25 %, est-ce qu'on peut dire encore pour les clients qui sont intéressés par les placements en revenus fixes, qui sont intéressés par les obligations, peut-être en voyant ici le taux de rendement ou le taux d'intérêt qui est payable entre les deux, ils vont dire encore une fois, ben moi, j'aimerais mieux aller avec une vie entière avec participation. Pourquoi? Parce que ceux qui gèrent le compte de participation font ça de la bonne façon et l'écart type, c'est moins qu'1 % pendant 25 ans. Est-ce qu'on a des questions? Non? OK. Bon. Est-ce que vous savez que les assureurs ont... Oh, c'est comme un CPG, oui. Justement, c'est comme un CPG. Merci. Non. Non. Lucie. Mêle ses affaires. C'est correct. OK. Je sais que c'est un peu difficile à vraiment comprendre, mais je vais essayer de mon mieux. Ce qui veut dire ici, c'est qu'il y a une règle au Canada que les assureurs ne peuvent pas payer aux actionnaires de la SANEF. Pas la même affaire que les propriétaires du contrat, mais on ne peut pas payer aux actionnaires de la SANEF plus que X pourcentage relatif à la taille de la compte participant. OK? Donc, chez nous, évidemment, en millions de dollars, nous sommes rendus ici, dans les 10 millions de dollars. Et donc, pour cette raison, le maximum que nous pouvons distribuer en termes de rendement aux actionnaires de la SANEF, c'est 2,9 %. Fait qu'est-ce qu'on fait avec l'autre pourcentage de rendement? Premièrement, on va utiliser l'uniformisation pour mettre un peu de rendement à côté. L'autre affaire, c'est qu'on va distribuer ça en forme de dividendes pour nos propriétaires de contrat. C'est clair? Bon. Quelles sont les options de placement avec la VU? Chez nous, on a 25 comptes. On a 25 options. Les voici ici. Évidemment, on a SLGI, comme on appelle ça aussi, inclus là-dedans. Ce sont des placements que vous connaissez probablement. On a des portefeuilles modérés, on a des portefeuilles plus agressifs, conservateurs, etc. Donc, vous pouvez voir ici. Non, pourquoi ça fait ça? Non, ça ne veut pas que je recule dans la vie, je comprends. Bon, voilà. Si vous avez un intérêt sur le site des conseillers, pas nécessaire d'avoir un accès. Vous pouvez tout simplement accéder aux informations concernant les comptes, de quoi ça a l'air.
l'histoire des comptes en termes de rendement aussi. Donc, vous pouvez accéder à ça juste en suivant quelques petits clics sur le site des conseillers. OK? On continue, on continue. Voilà. Bon, on a déjà discuté un peu de la composition de l'actif relatif à la compte participante. Ça, c'est une autre affaire complètement. On avait souvent le commentaire de nos conseillers que les clients aimaient beaucoup la philosophie d'investissement chez la Sun Life, puis voulaient justement avoir accès à la portefeuille, pas aux actions, mais à la portefeuille puis à l'actif qui est contenu dans le compte participant. Pour cette raison, nous avons créé la compte diversifié Sun Life. Donc, pour ceux qui ont une vie universelle, mais aiment l'idée d'être investis dans le même genre d'actifs que ceux qui ont une vie entière avec participation, nous avons créé cette compte. Ce qui est intéressant, premièrement, c'est le même gestionnaire de compte qui gère le compte participant, qui gère la compte diversifiée. Deuxièmement, vous allez voir qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'obligations contenues là-dedans. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous on avait eu une concentration d'obligations pour celle-ci? Moins risque, oui. De quoi aussi? Intérêt, OK. Mais c'est parce que nous avons créé un garantie là-dedans. Aujourd'hui, premièrement, c'est une compte sans frais. OK, donc le rendement, ça va être toujours net. Aujourd'hui, oui, il y a une question? Ça va être celle-là, mais c'est pour le nouveau produit qui s'en vient, pas pour lui. Fait que pour l'instant, le garantie est à 0. On s'entend, c'est pas beaucoup comme garantie, mais en même temps, c'est la première fois pour un VU qu'il n'y aura jamais un rendement négatif dans le compte. Donc, si vous êtes investi dans ce placement, puis, mettons, il y a encore une perte de 33 % dans l'indice, peu importe, on est garanti à 0 ici. Mais vous avez accès à la même catégorie d'actifs que ceux qui sont investis dans une vie entière. OK? Le nouveau produit qui s'en vient, je ne suis pas supposée de le mentionner, fait que dis-le pas à personne. Mais le nouveau produit qui s'en vient, il va y avoir accès justement à la même compte diversifiée qui est ici, sauf qu'il y aura un garantie minimum de 2 % là-dedans. OK? Bon. Souplesse au paiement. Je sais, pendant ma vie comme conseillère, j'étais l'équipe VU, j'avoue. Mais peut-être c'est parce que je ne comprenais pas nécessairement qu'est-ce qui était possible avec la vie entière. J'avais toujours l'impression qu'il n'y avait pas autant de flexibilité là-dedans. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, on voit ici avec la VU, effectuer des paiements en tout temps. Bien évidemment, on a un minimum de primes, puis on a un maximum, puis on peut faire un dépôt entre les deux, OK, entre les deux limites. Subprovisionner pour l'investir à l'abri de l'impôt, oui, évidemment, c'est ça que plusieurs propriétaires d'entreprises vont faire, en plus avec de l'argent de leur entreprise, et commencer à interrompre les paiements en tout temps, toujours en respectant le minimum de prix. OK? Avec la vie entière, il y a toujours l'impression que c'est une prime fixe. Puis si on manque la prime, ben là, c'est en danger de vraiment faire annuler le contrat. C'est pas tout à fait vrai, comme c'est pas tout à fait faux non, tout à fait faux non plus. Donc, les paiements mensuels versés à un montant qui se suit entre, oui. OK, donc vous avez une prime qu'il faut payer. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on peut faire des paiements à vie, des paiements à 10 ans ou des paiements à 20 ans chez nous. Le montant de la prime de base et le montant maximum de l'option prime plus. Donc, pour ceux qui hésitent pour le fait qu'ils trouvent que ce n'est pas assez flexible, nous avons quelque chose compris dans notre produit qui s'appelle la prime plus. Dans d'autres mots, c'est un dépôt additionnel. Donc, pour ceux qui connaissent d'autres produits dans le marché, c'est comme ça, normalement, c'est le terme qu'ils vont utiliser. La prime plus est un montant d'argent que vous pouvez déposer en plus de la prime minimale en tout temps et vous pouvez arrêter pendant une période de 2 ans sans avoir à faire d'autres tarifications après. Donc, si, mettons, vous avez un client, puis on a ça très, très, très souvent, il y a un propriétaire d'entreprise qui a, mettons,
300 000 dans sa compagnie de gestion. Mais lui, il a le plan de peut-être vendre son compagnie bientôt, puis c'est qu'il va y avoir beaucoup qui vont rentrer dans la compagnie de gestion d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. S'il veut avoir la flexibilité, d'avoir la capacité de déposer plus dans le produit, il va ajouter une prime plus. Puis la prime plus, il peut arrêter pendant les années que peut-être il y a moins d'argent, peut recommencer quand l'argent commence à rentrer. Donc oui, la prime plus, les dépôts additionnels vous offrent la capacité d'avoir un peu de flexibilité avec le produit. La question était, je crois qu'il y a une date limite pour faire un dépôt dans la vie universelle, c'est ça? Oui puis non. Il y a un montant maximum qui est le montant maximum pendant toute la vie du contrat. Donc ça, c'est une autre affaire que de parler du limit MTAR. Ça, c'est une autre affaire. Justement. Donc, il y a une règle de 8 ans que si vous n'avez pas mis, justement, vous n'avez pas supervisionné le produit, vous n'avez pas mis plus en termes de dépôt que le dépôt minimal, il va y avoir un impact pour le montant que vous pouvez déposer dans le futur. Donc, oui, vous avez raison. Mais juste pour être simple, on peut dire qu'il y a un minimum, il y a un maximum, puis ça peut être déposé. Bon, les garanties. On a déjà vu tout à l'heure qu'il y a des garanties dans les deux contrats. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un 10 paiements ou un 15 paiements ou un 20 paiements pour la VU, c'est une garantie, vous n'avez plus à payer dans le produit. Est-ce que vous savez que c'est la même situation avec une vie entière? Vous pouvez acheter un produit avec des paiements de primes, période de paiement de primes garantie de 10 ans ou garantie de 20 ans. Ça, ce n'est pas un offset, ce n'est pas le même affaire. Ça va avoir un impact sur la valeur de rachat, sûrement, à long terme, et peut-être le taux de rendement à l'interne. Mais pour les clients qui sont un peu réticents à acheter un produit vie entière pour le fait qu'ils pensent que ce n'est pas un produit garanti, peut-être une option de 10 ou 20 paiements sera la bonne option. Bon, donc, un autre discussion qu'on a souvent avec les conseillers, c'est qu'il y a un regroupement avec la vie entière. C'est difficile à savoir les frais qui est contenu dans le produit vie entière par rapport à la VU, où nous savons le coût d'assurance, c'est bien décrit, les impôts à payer dans le police, c'est clair, les taux de rendement garantis ou non garantis d'année en année. Donc, tout ça, c'est très clair. Puis, il y a une description même sur le relevé annuel pour la police. Avec la vie entière avec participation, c'est pas la même affaire. On va vous dire que l'échelle de dividende, l'échelle de participation actuelle est à 6,25 %. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, 6,25 %? 6,25 % de quoi? Puis sur le webinaire peut répondre s'ils veulent aussi. Fait que, taux de participation à 6,25 %. Anybody? Allô? Vendredi matin, ça a l'air de lundi matin. OK. Pour répondre à la question, 6,25 % veut dire que ça, c'est le taux de dividende que nous allons créditer aux clients. Ça ne veut pas dire qu'on a eu un taux de rendement dans le compte de 6,25 %. On ne sait pas c'était quoi le taux de rendement. Ça, c'est quelque chose, moi-même, en étant un employé chez la Sun Life, je ne le connais pas. Donc, oui, c'est plus difficile à savoir d'année en année. C'est quoi vous avez, la prime, ça paye justement pour quoi? Pour quel aspect de la protection? Mais quand même, vous allez voir d'année en année, le montant qui est crédité dans le compte, ça va être indiqué encore sur le relevé de la police. Bon, le rendement, donc le 6,25 %. Moi, j'ai 36 ans. J'ai
mettons ma mère qui a 56 ans. Oui, on a 20 ans d'écart. Donc, moi, à 36 ans, puis ma mère à 56 ans, est-ce que nous allons avoir le même montant, le même argent déposé dans notre compte de vie entière, même si nous faisons partie de la même compte participant? Non. Parce que le taux de rendement a quand même des aspects, des influences qui vont déterminer le montant de la participation. Donc, notre âge, premièrement, le mode de financement. Donc, ceux qui font un dépôt de façon mensuelle versus annuelle, OK? Annuel, ça va être toujours un peu plus élevé. Troisièmement, nombre d'années d'existence du contrat. OK? Donc, plus la valeur de rachat s'agrandit, ça va agrandir avec le rendement aussi. Et finalement, le rendement des placements, quand même, important. Comment est-ce que la portefeuille va performer d'année en année? Bon, je pense que chez la Sonnef, je sais, il n'y a pas beaucoup de conseillers, je pense ici, qui ont vendu encore à date des produits Sonnef. Mais nous sommes renommés pour nos stratégies, nos concepts. Nous avons des présentations qui sont vraiment bien construites. Parmi les stratégies qu'on utilise très souvent avec nos conseillers, stratégie de placement que nous allons voir bientôt. Deuxièmement, la stratégie de retraite. Donc, ça, c'est utilisant leur valeur de rachat comme collatéral pour créer une pension. Troisièmement, protection de la patrimoine, des rentes assurées et assurance d'enfants ou des contrats viagers. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les produits avec les stratégies que nous-mêmes, chez la Sonnef, on utilise très souvent? Oui, avec, évidemment, une exemption, ça va être les rentes assurées. Bon, c'est une question de préférence. Donc, voici l'étude de cas que nous allons voir ensemble. Deux madames, Marie et Diane, ont tous les deux besoin d'une assurance vie de 1 million. Okay? Marie est à l'aise avec la volatilité et Diane est plus prudente. Une autre question pour les participants au webinaire, est-ce que Diane va acheter la vie entière ou la vie universelle d'après vous? Oui. Bonne réponse. Possible, oui. Oui. Diane, vie entière. Martin, il dit la vie universelle. OK. Vie universelle, vie entière. Oh, wow! 50-50. On est partagé. On est partagé entre les deux réponses. OK. Fait qu'on va le voir ensemble. Je ne te donne pas de réponse tout de suite, mais on va le voir dans l'étude de cas. Bon, mais ça va aider peut-être. Fait qu'on a une couverture d'1 million pour chaque. On va utiliser des paiements 20 ans pour chaque. On va utiliser un capital d'essai plus compte pour le contrat VU. Et on va utiliser la garantie prime plus, donc les dépôts additionnels en vie entière. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une prime annuelle avec les deux de 40 000. OK? Donc, on s'entend, c'est pomme à pomme comme comparaison. Comme on peut voir, Marie est achetée la VU. Pourquoi? Parce qu'elle était plus à l'aise avec la volatilité. Donc, s'investir dans des placements qui sont associés avec une couverture de base, c'était pas rien, elle était complètement confortable avec. Diane était plus conservatrice, justement, pour cette raison. Bien fait, Juliane. OK. Fait que là, on voit par rapport à la capitale d'essai. Ça, c'est juste en prenant les primes et le taux de rendement pour chacun. OK? Fait que le taux de rendement, on a utilisé le barème de participation actuel en vie entière, donc le 6,25 %. Et avec la vie universelle, je crois qu'ils ont utilisé 3 %. Donc, puis j'ai oublié de mentionner en passant, actuellement, la compte diversifiée de la Sonnef, donc pour la vie universelle, qui est comme un peu le même compte que le compte participant, actuellement, le taux de rendement qui est crédité est à 4 %. OK? Donc, si on voit le capital d'essai, évidemment, la VU
En début de la vie, en début de la vie du contrat, c'est plus élevé. Mais là, on se trouve en espérance de vie, c'est plus ou moins égal. Et là, par après, ça commence à monter. Pourquoi? Ça, c'est probable, c'est relatif, je crois, à la CBR pour le contrat. Il y a eu un changement par rapport au coût d'assurance. Donc, vous voyez ici que, d'après moi, c'est toujours, puis je pense que vous avez mentionné tout à l'heure justement le point, c'est qu'il faut discuter avec le client, c'est quoi l'objectif de l'assurance. On sait qu'il y a un besoin, ça c'est déjà déterminé, mais rendu à quel point est-ce que le besoin est encore pertinent? Donc, est-ce que Marie, je crois que c'était Marie, est-ce que Marie cherche vraiment à avoir un capital d'essai qui augmente justement avant espérance de vie, ou est-ce qu'elle n'est pas tout à fait concernée, elle veut simplement le 1 million, puis l'augmentation en capital d'essai, ce n'est pas vraiment nécessaire. Oui. Très, très, très bon point. Oui. Non, mais là, oui, fait que je vais juste répéter ce qu'il a dit, c'est que d'après lui, ce qu'il trouve comme le plus important différence entre les deux, c'est le montant en collatéral que nous pouvons prendre avec le contrat. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a une différence entre le VU et la vie entière. Donc, pour un client qui cherche à avoir un prêt en collatéral dans le futur, le capital d'essai, ça ne va pas vraiment être l'affaire qui est le plus important. Par contre, ça va être la valeur de rachat. Donc, en voyant ici la valeur de rachat qui commence à augmenter environ dans l'année 92 de la cliente, bien là, si elle va prendre le prêt en collatéral plus tard dans la vie, peut-être est mieux d'aller avec la vie universelle. Sinon, c'est clair, ici, si on voit l'année 66, 67, 68, c'est normalement en faisant une stratégie pour prêt en collatéral. C'est ça, justement. Fait que c'est ça que j'allais mentionner. Donc, avec la valeur de rachat, puis je vais répéter ce qu'il a dit, c'est qu'en termes d'accès à la valeur de rachat en prêt en collatéral, c'est pas pomme à pomme. Avec une vie universelle, des fois, dépendamment du placement que le client a choisi, la VU, probablement, avec l'institution financière, ça va être un prêt en collatéral à 75 de la valeur de rachat. Des fois 50, dépendamment du placement. L'autre option, c'est d'aller avec la vie entière. La vie entière va toujours être 90 %. Pourquoi? Parce que même les institutions financières considèrent un portefeuille de placement, un compte participant d'une vie entière comme étant un investissement plus stable, constant et prédictible. Et pour cette raison, on peut augmenter l'accès à la valeur de rachat d'un autre 15 ou même 40 %. Est-ce que vous avez des questions? OK. Oh, question. Non, pas de question. OK, good. Bon, les besoins, les préférences des clients. Donc, je pense qu'il y a eu le commentaire tout à l'heure que c'est toujours dépendant de qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut vraiment avoir comme résultat. Est-ce que le besoin de croissance et d'assurance permanente, est-ce que c'est les deux qu'il veut? Oui, OK. Intérêt pour une croissance avec un report d'impôt. Intérêt pour une croissance avec report d'impôt. Reporter l'impôt. Oh, intérêt. J'ai compris ça comme un intérêt. J'étais comme, ben non, ça n'a pas de rapport. Mais c'est ça, justement, c'est toujours pour faire accroître les fonds à l'abri de l'impôt. C'est les deux qu'il veut, oui, évidemment. Veulent voir tous les renseignements. Bon, là, ça va être la VU. Comme j'ai expliqué, les relevés annuels, c'est très bien décrit. On paye quoi pour le coût d'assurance? On paye quoi comme impôt dans le police? Veulent gérer leur placement. Donc, si, mettons, ils achètent au début une obligation de 10 ans avec un taux d'intérêt garanti à 0, puis peut-être, rendu dans la 10e année, ils disent, ben, je veux prendre plus de chance avec l'investissement que j'ai fait dans mon VU. Est-ce qu'il peut changer de placement?
Ben oui. Une fois rendu à la 10e année, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'impact. Oui, on va faire un changement de placement, il n'y a pas de problème. Ça, est-ce qu'on peut faire avec la vie entière? Non. Nous sommes déjà dédiés au compte participant. À l'aise avec la volatilité, encore une fois, avec un fonds, avec l'argent qui peut diminuer, OK, par rapport à ce qui arrive dans le marché. Évidemment, il y a un peu de fluctuation avec un VE qui est possible. Avec la question de gestion, est-ce qu'il y a une gestion qui est compris dans la vie entière? Oui, mais ce n'est pas à vous de faire la gestion, c'est nous qui vont le faire. Souplesse n'est pas une nécessité. Donc, si on a vraiment un client qui est comme low maintenance, veut rien de savoir de faire changer ses placements, veut juste investir dans un produit permanent, bien évidemment, la vie entière, ça va fonctionner pour eux. Besoin pour une épargne forcée, OK? Préfère réduire la volatilité. Encore une fois, on a déjà vu que même les institutions financières qui peuvent donner en collatéral jusqu'à 90%, ils font ça pas pour rien. C'est pour le fait qu'ils voient avec l'uniformisation que le taux de rendement dans l'intérieur du compte participant, ça va être plus, ils vont être plus à l'aise avec ça. Bon. Le meilleur des deux mondes. C'est comme, je trouve ça un peu intéressant comme conclusion parce qu'en conclusion, on peut dire que ça se peut que c'est les deux contrats qui sont vraiment le meilleur pour le client, dépendamment de sa situation. Peut-être il aime ça l'idée d'avoir la souplesse, il aime ça l'idée d'avoir la flexibilité de faire changer ses placements. Fait qu'ils vont prendre le besoin d'1 million, puis peut-être ils vont séparer ça par 500 000 avec un VU, puis 500 000 avec la vie entière qui a plus d'accès en collatéral. Peut-être ça va être la vie entière qu'ils vont utiliser juste pour la stratégie de collatéral. Donc, il y a plein de stratégies à utiliser. C'est pas que vous avez juste vendu le produit VU ou vous avez juste vendu la vie entière que c'est nécessaire que ton client y achète juste la VU ou la vie entière. Donc, c'est vraiment avoir la discussion avec les clients de quoi, c'est quoi les buts, c'est quoi les objectifs, puis qu'est-ce qu'on cherche à la fin de la journée à vraiment accomplir comme plan financier. Bon, comprenez leurs besoins. Bien évidemment, je n'ai pas à vous dire ça parce que je pense que depuis des années, on connaît que c'est comme ça qu'il va falloir faire notre rôle. Tenez compte de tous les éléments. Donc, non seulement le besoin actuel, mais le besoin dans le futur aussi. Améliorer la satisfaction, la conservation et la réputation. Ça, c'est intéressant comme commentaire. Parce que en faisant un survol des produits avec les clients, il n'y a pas un autre conseiller qui peut rentrer dans la salle et dire au client « Ah, il n'a pas montré un vie universel avec Sun Life? Veux-tu voir les valeurs de rachat que je peux vous montrer rendues à la retraite? » Donc, pour éviter la compétition et pour vraiment faire un job compréhensif pour le client, on est mieux de tout montrer ou au moins avoir la discussion pour que le client soit éduqué. Bon, en résumé, on a vu qu'il y a eu bien des tendances en termes d'assurance vie relatives aux produits permanents, qu'il y a eu un genre de vague de vie entière, comme il y a eu une vague de VU. Là, on est rendu post-2017 avec un vague de n'importe quoi, puis on voit des ventes rentrer en VU comme on voit des ventes rentrer en vie entière aussi maintenant. Donc, c'est à vous comme conseiller de vraiment décider, est-ce que vous allez vous éduquer dans les deux produits? Est-ce que vous allez discuter les deux produits avec vos clients, justement pour éviter un genre de situation qui peut se produire où il y a quelques conseillers qui veulent parler avec le même client. Chacun des produits a ses avantages, évidemment, et vous êtes mieux de connaître les deux produits pour cette raison. Finalement, le choix d'un produit repose sur les besoins et les préférences du client. Donc, évidemment, on sait que moi, auparavant, je disais toujours à mes clients, ça va être le premier produit d'assurance que vous allez acheter, ça ne va pas être le dernier. Donc, c'est la première discussion que nous allons avoir ensemble par rapport à ça. Je vous jure que dans les années qui s'en viennent,
il y aura d'autres discussions à avoir parce que des affaires, ils changent. Donc, d'après moi, on est mieux toujours d'avoir un plan qui est flexible, un plan qui peut changer et un plan qui a beaucoup d'options en même temps. Je pense que c'est tout. Puis on va commencer avec l'autre. C'est juste les mêmes affaires. Ah, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme de produits Sun Life, je vous invite à aller accéder le site des conseillers. Encore une fois, pas besoin d'avoir un login, pas besoin de mot de passe. Vous avez juste à aller naviguer le site. On a plein de matériaux de marketing. On a plein d'informations, y compris, d'après moi, quelques petites affaires qui sont super importantes. Premièrement, il y a une fiche de renseignement sur la compte diversifiée pour la VU qui est vraiment intéressant, puis ça décrit justement de quoi ça a l'air, la portefeuille. On a aussi quelques diapos, pas diapos, mais brochures dépliants concernant le compte de participation de la Sun Life. Ça va vous expliquer l'histoire de dividendes qui ont été de participation qui ont été payés aux clients depuis 1876. Va vous expliquer de quoi ça a l'air, la gestion, la philosophie de gestion dans le compte. Puis, je vous recommande d'aller voir, c'est un livret qui s'appelle « Faits et chiffres ». Puis, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment intéressant. Puis, pour des clients qui achètent une vie entière, normalement, il va falloir les convaincre ou au moins les expliquer de quoi ça a l'air la philosophie d'investissement. Cette livret, ça fait le job tout seul, c'est super intéressant, donc je vous invite à l'accéder aussi. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à la gamme de produits, vous avez juste à me contacter. Je crois que... Je vais changer ça, excuse. Des questions? Attends. Non? OK. Laisse faire. Mais vous pouvez me contacter. Lucie a évidemment mes coordonnées. Puis, me ferait plaisir de vous expliquer plus en détail, vous aider avec des travaux de dossier et des travaux de cas. Là, pour être certain que nous avons deux UFC accrédités aujourd'hui, on va faire vite, voir la stratégie de placement pour entreprise, qui est une stratégie très, très, très souvent utilisée par mes conseillers. C'est une stratégie qui, honnêtement, est très simple à la base. Donc, on va commencer. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui font affaire avec des propriétaires d'entreprise? Oui, oui. Online, webinar, est-ce qu'il y en a qui sont dans le marché des entreprises? Pas beaucoup. Oui, non, oui. OK. Good. Oui, pas moi. OK. Peut-être après ça, vous serez plus intéressé à le faire. Deuxième question, est-ce qu'il y en a qui gèrent les placements pour leurs clients en tant qu'ils font les assurances? Oui? OK. Super. On va faire une étude de cas ici avec Bruno, homme de 44 ans. Non? OK. Pause. Oh, ça... OK, here we go. Je vais juste attendre que l'écriture. Bon. Donc, lui, il a une entreprise, puis comme la plupart des propriétaires d'entreprises qui ont une compagnie de gestion, ils ont un peu d'argent contenu là-dedans qui est investi dans un placement. Bon, avoir un placement, j'ai déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce qui arrive à la fin de la journée s'il y a eu un rendement pendant l'année dans ce placement? C'est quoi l'impact? J'ai eu un rendement de 5 % cette année. Super, mais qu'est-ce qui arrive en termes d'impôts à la fin de l'année? Tu payes la moitié. C'est ça, c'est ça. Ça dépend des produits. Mais on va dire, pour cette situation, on va parler, mettons, des placements en revenus fixes. Fait qu'il va y avoir un relevé d'impôts à payer. Fait qu'il veut préserver la valeur de l'entreprise parce qu'évidemment, l'argent qui est contenu là-dedans, ça porte à la valeur de l'entreprise. Il veut réduire l'impôt du vivant et au décès et obtenir un placement avec un rendement qui est stable et constant. Donc, on a 3 stratégies à la Sun Life qui sont implémentées très souvent avec nos conseillers.
Premièrement, on a la stratégie d'actifs pour entreprise. Ça, c'est pas utilisé aussi souvent que les deux autres, mais ça veut dire que, mettons, on a comme exemple 500 000 dans une compagnie de gestion, puis on veut sauver les impôts qui sont payables à la fin de l'année pour le fait qu'on a plus que 500 000 qui est investi. Donc, c'est le revenu passif. Encore, vous avez probablement déjà entendu ces mots. Le revenu passif qui augmente pendant l'année, on a un rendement de 4, 5, 6 %. Il faut payer un impôt à la fin de l'année. Fait qu'il y en a qui veulent faire enlever ce montant d'argent puis le mettre dans un produit d'assurance vie. Pourquoi? C'est quoi l'avantage de faire un retrait d'un placement puis le mettre dans un produit d'assurance vie? Justement, croissance à l'abri de l'impôt. Deuxième option, stratégie de retraite pour entreprise. J'ai un peu touché à ça tout à l'heure. Ça, c'est quand on utilise la valeur de rachat, on va utiliser ça pour un prêt en collatéral avec une institution financière. Et troisièmement, la stratégie pour placement des entreprises. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et ça, à la base, veut dire que, mettons, chaque année, j'ai un propriétaire d'entreprise qui gagne 100 000, puis il ne dépense pas son 100 000. Au lieu, il va mettre ça dans son compagnie de gestion. Au lieu de faire ça, il va prendre le même 100 000, puis il va mettre ça comme prime dans un produit d'assurance vie. C'est quoi l'avantage versus avoir un placement qui va gagner, mettons, un retour net de 3 2 C'est quoi la valeur de rachat? C'est quoi la valeur de l'investissement qui va augmenter? Puis, pourquoi faire ça au lieu de juste garder l'argent dans un investissement? Fait que c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Bon. Bon. Premièrement, pour les prochaines 40 minutes à peu près, on va voir un survol de la stratégie, comment et pourquoi ça fonctionne. Finalement, mise en œuvre. Donc, de quoi ça a l'air quand on fait une étude de cas avec Bruno? C'est quoi vraiment les chiffres que nous pouvons voir, puis nous pouvons montrer aux clients pour qu'ils soient convaincus que c'est la bonne méthode de sauver un peu d'argent, sauver un peu d'impôts. Et finalement, les principaux facteurs à considérer en faisant cette stratégie avec un client. Donc, la stratégie pour placement, évidemment, comme on a dit déjà plusieurs fois, ça aide les sociétés, les entreprises à faire croître leur placement sans avoir à faire payer des impôts. Et deuxièmement, optimiser la valeur de l'entreprise relative à la deuxième génération. Donc, pourquoi ça fonctionne? Évidemment, il y a plusieurs avantages. Non seulement le fait qu'on peut satisfaire un besoin d'assurance vie en même temps. Fait qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste au niveau des impôts. On va aussi discuter le fait que pour que cette stratégie fonctionne et pour que ça soit possible, il faut toujours satisfaire le besoin d'assurance. Deuxième affaire, évidemment, comme on a déjà mentionné, c'est pour sauver d'impôts. OK. Fait on a premièrement deux options. En termes de placement, fait qu'on utilise, mettons, un VU, OK? On a au départ la vie universelle. Le contenu dans ce produit, c'est un placement, on s'entend. On a accès à la valeur de ce placement. Trois différentes façons, j'ai déjà mentionné tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? Comment est-ce qu'on peut avoir accès à la valeur du placement? Prêt collatéral, oui, c'en est un. Il y a deux autres. Tu peux retirer l'argent, oui. Puis troisièmement, un prêt sur la police, direct. Puis en plus, ça c'est pour un placement, oui, excuse. Mais avec assurance, on a encore accès aux valeurs de rachat. Avec ça, c'est un retrait, évidemment, qu'on va faire. Fonctionnement. Oh, il y a bien des clics, excuse-moi. Bon. Qu'est-ce qui arrive avec la liquidation du placement? Fait que la première ligne,
La première ligne, c'est toujours en fonction d'un placement traditionnel. OK? J'aurais dû mentionner ça tout à l'heure. La première ligne, c'est en fonction d'un placement que, mettons, une compagnie de gestion a déjà, une obligation 10 ans, on va utiliser comme exemple. OK? Fait qu'en prenant compte que la première ligne, c'est un placement traditionnel, on va faire liquider le placement. OK? Ça, c'est au décès. Qu'est-ce qui arrive quand on prend une retraite d'un placement au décès? C'est quoi l'impact? Impôts. Il y a des impôts à payer sur les gains différés. Donc, il y a un dividende imposable qui va être créé au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, une dividende imposable? Ça veut dire qu'une portion de la liquidation du placement, donc une portion du placement, va être payable en impôts. Le reste va aller à la succession. Si on voit la deuxième ligne ici, toujours en fonction d'un produit d'assurance, on a un capital d'essai qui est payable. Bon, on va utiliser, mettons, 1 million comme capital d'essai. Donc, on va payer le 1 million. Cet 1 million va créer un compte national, non, un compte fictif qui s'appelle le CDC. Le CDC, oui. Donc, le compte de dividende en capital veut dire qu'on a reçu, l'entreprise a reçu une prestation d'essai, puis on a créé cette compte. La raison pour laquelle on a créé cette compte, c'est que parmi cette compte, nous allons donner à la succession une dividende qui est non imposable pour le montant de la prestation d'essai. Ça, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Fait qu'il y a un CDC qui est créé en recevant la prestation d'essai. En ayant le 1 million dans le CDC, on va donner à la succession une dividende qui est non imposable. Fait qu'il n'y a pas de taxe à payer là-dessus. Ça va être un 1 million qui va être payable à la succession. Par contre, si un CBR existe encore dans la police, donc si, mettons, on a quelqu'un qui a acheté le contrat à l'âge de 35 ans et rendu à 55 ans, il est mort. Est-ce qu'il y a encore un coût de base rajusté qui existe dans la police? Probablement, parce que le CBR n'est pas réduit normalement avant l'espérance de vie. OK? Donc, pour cette raison, s'il y a un CBR, s'il y a un coût de base rajusté qui existe encore dans le capital dans la police, le CDC, le dividende libre d'impôt, va être réduit par le montant du CBR. Donc, là, on se trouve dans une situation que l'impôt à payer est calculé sur le CBR et le montant qui est payable à la succession est le montant qui reste dans le CDC. OK? Ça, c'est bien plus facile à expliquer avec des chiffres. Fait qu'on va voir ça après. Mais juste pour comprendre le concept, c'est que même si on connaît les produits d'assurance vie comme étant un produit non imposable, quand le propriétaire est un propriétaire d'entreprise, ce n'est pas toujours le cas. OK? Ça va être toujours relatif à la calcul du CBR. Est-ce que vous avez des questions? Webinaire, est-ce que vous avez des questions? Lucie? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non. OK. Oui. Dans la situation numéro 2 avec le CBR, Oui. Quelqu'un qui a une entreprise à l'âge de 30 ans, une police de 1 million par exemple, oui. Puis de 30 à 35 ans, à 40 ans, ça va super bien. De la vidéo sur le web, ça va très bien. Oui. Il décède à l'âge de 45 ans. Oui. Okay. Maintenant, on s'attend que le CBR est encore très haut. Est-ce comparativement à la situation numéro 1, où est-ce que ce serait que du placement qui va faire une politique d'assurance vie pour compenser et avoir le CDC, est-ce que l'avantage est toujours aussi intéressant? Parce que là, le CPR est quand même très haut. Dans un cas où est-ce que la personne décède dans 10, 15, 20, 30 ans, ça devient intéressant, mais dans le cas où est-ce que c'est une mort subite, il y a plus de personnes qui
meurent d'un cancer à début quarantaine, puis qui doivent mettre beaucoup de sous. OK. Pas de question. Fait que pour répéter, on a quelqu'un âgé, comme exemple, de 35 ans qui décède environ vers l'âge de 45. Et est-ce que c'est encore avantageux d'avoir un produit d'assurance versus un placement? C'est ça à la base? OK. D'après moi, l'affaire qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a quand même une prestation d'essai qui est payable, qui n'est pas atteint encore avec un placement. Fait que si on prend un 100 000 qui paye pour une prestation d'1 million, puis on fait des dépôts de 10 ans, OK, pour 100 000, ça donne 1 million. On s'entend dans chaque situation. Je comprends où tu veux aller, puis ça, je suis vendu par rapport à ça. OK. C'est plus le concept que, disons que, quand la compagnie reçoit le million de dollars, je veux dire, il y a aussi le concept que la compagnie, elle a fait des dettes, elle a fait acheter de l'équipement, whatever. Donc, cet argent-là va servir à payer une portion des dettes de l'entreprise, tu vois. Puis, en plus, il y a des impôts à payer dessus à cause du CPA. Maintenant, là, c'est sûr qu'on peut donner un exemple en prenant pas en considération que la compagnie, elle a des dépenses, elle a contracté des dettes. Mais dans le cas où la compagnie, elle a zéro dette, oui, le numéro 2 va toujours être plus rentable. Mais dans le cas que le gars il vient d'acheter, je ne sais pas moi, 12 camions pour 500 000 $. Ouais, mais je reviens dans un instant. Est-ce que la portion du CBR, parce qu'il est jeune, justement, est-ce que ça revient toujours aussi avantageux dans cette situation-là? OK. Je pense que oui. Fait que, question de suivi était, est-ce que, en prenant en considération des dettes qui sont encore peut-être existantes pour l'entreprise, est-ce que, faisant le calcul avec le CBR, on est toujours mieux d'aller avec le produit d'assurance? La réponse, ça va être toujours oui, parce que peu importe le produit qu'il y a en vigueur, que ce soit un placement ou un produit d'assurance, les dettes sont à payer de toute façon. Fait qu'en faisant une liquidation du placement, on s'entend que l'argent qui reste va être utilisé pour payer les dettes en même temps. L'affaire, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint, comme j'ai dit tantôt, ils n'ont pas encore atteint le 1 million, plus le rendement qui est contenu dans le produit d'assurance vie. Donc, oui, ça va être plus rentable pour le client. L'affaire, c'est qu'évidemment, il faut aussi calculer le montant qu'il fait comme dépôt. Est-ce qu'il va faire ses dépôts additionnels pendant les 20 ans? Tout ça, il y a un impact. Puis, c'est quoi le placement qu'il y avait au départ? Fait que si on prend une obligation, puis si on prend un produit d'assurance vie, oui, ça va être plus rentable, probablement. Ou on se trouve avec une situation que des fois, rendu à l'année 94, comme je veux dire, qui décède à l'année 94 sa vie, des fois, non. Tout dépendant de l'âge que le client a acheté le produit. Mais normalement, ça va être plus rentable. Puis là, je te reviens dans un instant. L'affaire qu'il faut prendre en considération dans ces circonstances, ça va être le taux de rendement à l'interne. Et si vous faites le calcul de taux de rendement à l'interne, mettons 10 ans, 15 ans, 20 ans après avoir acheté le produit, ça va être plus rentable avec le produit. Il y a une autre question. Attends, il y avait un autre monsieur. Ce que j'allais dire pour compléter un peu la réponse, c'est que la société n'a pas seulement soit le placement ou l'assurance, c'est d'autres argent qui va payer, servir à payer les dettes, ça ne touchera pas au CDC. Au CDC. De payer les dettes. Le CDC va rester intact, il va encore plus, selon moi, davantage d'avoir plus d'assurance pour plus de placement pour payer les dettes. Monsieur a ajouté que même dans cette situation qu'il y a quelqu'un qui décède 10 ans après avoir acheté le produit, qu'il y aura encore d'autres argent dans l'entreprise qui peut servir à payer les dettes puis servir à payer les frais qui sont encore nécessaires au décès du client, qui est tout à fait vrai. L'affaire qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est pas qu'il y a 100 000 par année que la compagnie a dans la compagnie de gestion qu'on va prendre nécessairement le 100 000. Normalement, pour le montant d'argent qui est contenu, je vais parler d'un montant annuel. Le montant annuel, on ne va pas prendre ça 100% pour une prime d'assurance. Il y a
probablement, la plupart des conseillers vont utiliser 50 à 75 de l'argent annuel qui est dans la compagnie de gestion. Ça ne va pas être tout nécessairement. Donc, on peut regarder, d'après moi, la meilleure solution puis la meilleure approche pour discuter ça avec les clients, c'est de dire, ça, c'est une diversification de l'actif. Ça, c'est une protection de la portefeuille du client, puis ce n'est pas nécessairement toute la stratégie qu'on va implémenter, mais c'est une portion de la portefeuille. Je vais juste répondre à la question ici. Y a-t-il des situations où le CBR peut être plutôt ajouté au CDC et non le réduire? Non. Très bonne question. Ça, c'est une règle par rapport au REC. Donc, non, il n'y a pas de situation que le CBR est ajouté au CDC, plutôt parce que le CBR va toujours réduire chaque année. Il va y avoir une réduction de CBR. Donc, non, ça sert simplement à réduire le montant qui est crédité dans le CDC. Notre produit VU, par exemple, a une option de prestation d'essai qui est une option qui ajoute le montant du CBR à la prestation d'essai, peu importe l'année que le client décède. Donc, si vous avez un client qui a peur de décéder quand il y a encore un CBR qu'il faut être pris en considération, vous pouvez ajouter cette option à notre VU. Et donc, si le CBR est rendu à, je ne sais pas, je vais utiliser 15 000 à l'année 23, bien, nous, on va vous payer le 1 million plus 15 000 comme prestation de décès. Donc, c'est une option très, très intéressante pour les propriétaires d'entreprise. Okay. D'autres questions avant que je continue? Non? OK. Bon, problème avec des placements qui sont imposables, évidemment. Le placement passif, donc le revenu passif. Vous avez entendu l'année passée, il y a eu des changements au niveau de revenus passifs. Donc, pour des compagnies qui ont plus que 500 000 en placement, en revenu passif, ça va générer un taux d'impôt énorme. Ce n'est pas 50 %. En effet, nous avons, notre fiscaliste Éric Lacharité avait fait un tableau de calcul pour nous, pour voir justement comment ça fonctionne avec le revenu passif. Puis ça peut être élevé jusqu'à 127 % en termes d'impôt sur les placements passifs. Donc, ça, c'est une affaire à considérer. Et selon la province, donc au Québec, le revenu est imposé à environ 50 %. C'est même plus élevé ici. Donc, solution qui apporte la stratégie pour placement pour entreprise, la valeur de rachat va être augmentée, je veux dire, sans avoir besoin à payer des impôts là-dessus. Donc, ça, c'est la première et la plus importante aspect. Le transfert de fonds dans un contrat d'assurance peut réduire le revenu global. Pourquoi pensez-vous que ça, c'est un positif? Pourquoi est-ce qu'on veut réduire le revenu global? Encore une fois, pour sauver d'impôts. C'est toujours ça. La valeur de rachat reste accessible, ce qui contribue à combler des besoins de liquidité. Donc, comment est-ce que c'est accessible? Même si c'est un contrat où le propriétaire est une entreprise, vous pouvez quand même l'accéder en prêt. OK? Donc, pour les clients qui ont peur, parce que ça arrive très souvent, on a des clients qui ont peur, ah, j'ai besoin de liquidité. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une opportunité de faire investir dans un immobilier ou quelque chose? Bon, vous pouvez quand même accéder à la valeur de rachat. C'est juste vous allez faire parmi un prêt. Okay? Au décès. Évidemment, c'est le même genre d'affaires. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais on veut sauver d'impôts. Parce qu'au décès, si le CBR a tombé à zéro, il n'y a pas d'impôt à payer. Pas du tout. C'était une question? Non? OK. C'est une dépense d'entreprise en termes de coût, mais c'est possible de prévoir à l'intérieur de la police d'assurance. Oui, justement. Donc, les valeurs, c'est ça. Donc, pour réitérer le commentaire, c'était qu'on peut utiliser la valeur de rachat en collatéral, même si c'est contenu dans l'entreprise. Oui, c'est vrai. Absolument. La différence va être que
Si c'est dans un placement, le maximum comme accès vous allez avoir en collatéral avec une institution financière, ça va être à peu près 50 %. Avec vie entière, 90, VU, à peu près 75. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle c'est plus avantageux d'avoir un produit d'assurance vie. Parce que si vous avez peut-être l'opportunité ou la vouloir de faire justement un prêt en collatéral, vous êtes bien mieux d'avoir un contrat, vous êtes mieux d'avoir un produit que dans l'opinion des institutions financières est quelque chose qui est plus rentable. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, la stratégie? Donc, normalement, on va faire ça avec un actionnaire ou un propriétaire d'entreprise. Normalement, c'est ceux qui sont dans leur quarantaine ou plus et qui sont en bonne santé. L'entreprise a un besoin, comme j'ai mentionné au départ, d'avoir une assurance en vigueur. Donc, l'intérêt assurable et le besoin d'assurance est encore très, très, très primordial. L'entreprise fructueuse avec des liquidités stables et solides perspectives d'avenir. Donc, on a l'argent qui rentre dans le futur. C'est ça. On a besoin évidemment d'avoir encore un revenu qui rentre dans l'entreprise. Et il veut optimiser la valeur de la succession, évidemment, parce qu'on veut laisser le plus possible à la succession, tout en ayant l'opportunité de sauver d'impôts. Fait qu'est-ce qu'on veut? On veut l'accumulation à l'abri de l'impôt, on veut l'équité, on veut la protection, protection des créanciers. Un autre point qui n'est pas à ignorer, si vous avez une compagnie de gestion avec 1 million en placement, en obligation, en whatever, est-ce que les créanciers peuvent aller le chercher? Oui. Est-ce que c'est possible dans un contrat d'assurance vie? Non. Donc, c'est un autre niveau de protection pour le client. Non. Bon, encore avec Bruno. Je pense qu'on a déjà vu ça. Oui, oui, absolument. Donc, type d'investisseur. On a évidemment quelqu'un qui est déjà au courant de comment ça fonctionne avec leur placement. On veut quelqu'un qui connaît l'avantage de sauver l'impôt, mais ça, c'est à vous d'expliquer à vos clients. On veut quelqu'un qui recherche une exposition au marché, donc quelqu'un qui veut quand même investir dans quelque chose, puis c'est pas juste le comptant qu'il a dans sa compagnie de gestion. Et on a aussi le contrôle sur les placements. Donc, comme j'ai mentionné avec l'autre présentation, pour ceux qui aiment changer leur placement, ceux qui aiment peut-être avoir des options, bon, évidemment, la VU, ça sera peut-être la bonne affaire pour eux. Pour d'autres qui aiment plus ou moins d'ouvrage, bon, on va utiliser la vie entière, ou qui cherchent à vraiment faire accroître leur valeur de rachat, normalement, ça va être fait avec une vie entière. Encore une fois, tout dépendant du client. Bon. Bruno va aller chercher un contrat de capitalisation avec nous. Comme j'ai mentionné tantôt, on a 3 options, on a 3 produits vie entière. Protection, capitalisation et accélération. Protection, c'est plus pour le marché familial. Les valeurs de rachat vont commencer seulement dans la 5e année. Accélération, c'est un 8 paye avec une majoration comme option de participation automatique. Donc, c'est un peu plus cher. Et troisièmement, on a capitalisation. Capitalisation, plus ou moins fait pour le marché d'entreprise. C'est les valeurs de rachat qui débutent en première année. OK? Donc, on va voir au départ les valeurs de rachat qui vont commencer à accumuler. On a une couverture, Bruno, qui va acheter à 850 000. Des bonifications d'assurance libérée, ce qui fait 99 % de mes conseillers vont faire ça comme balle. Et des paiements à vie avec des prélèvements de primes projetées à l'année 16. OK? Qui veut dire qu'il a payé combien d'années de primes? 15. À la 16e année, on va faire le offset, puis on va arrêter de payer la police. OK? Donc, la raison on a utilisé 15 ans, c'est parce qu'il fallait implémenter une stratégie avec le client. Donc, le financement de la stratégie
a même des surplus de liquidité qui ne sont pas nécessaires de toucher pour l'instant. Et ça comprend la prime de base de 21 555 et un montant de prime plus de 29 000. Qu'est-ce que c'est la prime plus? Ça, c'est une question pour tout le monde. Vous pouvez répondre. J'ai expliqué tantôt qu'est-ce que c'est la prime plus. Oui, surplus de la prime de base. Frank, tu avais dit dépôt additionnel, justement. Est-ce qu'on a eu des réponses de nos participants aussi? Oui, bon. C'est une option, mais c'est pas une. OK, good. On continue. Bon, capital d'essai. OK, ça, c'est juste concernant le capital d'essai. À l'âge de 65, sans avoir implémenté la stratégie, OK, excuse, 880, OK, comme capital d'essai. 75 à 1,3, on voit jusqu'à l'âge de 90, on a fait accroître de 850 000 jusqu'à 2,3 millions. OK? Avec la stratégie pour placement pour entreprise, sans la stratégie en passant veut dire avec le placement traditionnel. OK? Fait que c'est pas, je crois. Oui, le même montant, justement. Donc, c'est le 29 000 plus 21 000. Ça va être investi dans un placement versus la stratégie qui fait qu'on a fait accumuler un autre 800 000 pour la succession. 849 000, en effet, pour la succession versus le placement qui ne pouvait pas faire la même affaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon commentaire, merci. Ça démontre que, on s'entend, c'est 65 et non 45, mais en même temps, à 65 ans, le taux de rendement à l'interne pour la stratégie, ça va être beaucoup plus élevé. C'est pour ça que j'avais mentionné tout à l'heure, si on est rendu à l'âge de 94, des fois, ce n'est pas aussi rentable, mais ça, c'est 8 fois sur 10, on est mieux d'utiliser la stratégie. Puis, on a, en passant, je sais que probablement Lucie l'a utilisé déjà ou l'a vu, que nous avons une présentation où vous pouvez mettre les particuliers pour le client, le nombre de dépôts, le montant de la prime, capital d'essai. Et nous, on va créer une présentation où on vous montre la stratégie, l'avantage de la stratégie. Ça va faire les calculs par rapport, encore une fois, la première ligne que vous avez vue tantôt, par rapport à un placement, de quoi ça va avoir l'avantage. Donc, c'est super intéressant. Bon. Là, on va utiliser la VU. Donc, c'est un beau compliment pour la présentation que nous avons faite tout à l'heure. Sauf que là, on va aller chercher une prestation d'essai de 1,5 million avec un coût d'assurance nivelé et un capital d'essai qui est le capital d'essai plus le compte. Donc, encore une fois, nous allons faire des dépôts de 50 000 pendant 15 ans. Okay? Donc, ça va être garanti 15 ans. Puis, on se rappelle que tout à l'heure, c'était 21 000, je pense 255, plus un autre 29 000, donc ça revient à environ le même affaire. Non, on a pris la prime 15 ans. Donc, encore une fois, comparaison, pas comme avantage que la vie entière. Pourquoi? Les valeurs de rachat, les participations vont faire augmenter les valeurs de rachat dans un produit de vie entière relative à un VU, normalement. OK? Donc, pour ceux qui cherchent une valeur de rachat qui est très, très, très augmentée, normalement, ils vont faire ça avec une vie entière. La VU, par exemple, est encore avantageux pour le client parce que vous voyez ici, 65, 75, 85, 90, il n'y a pas aucune situation qu'on est mieux d'utiliser un placement pour la compagnie de gestion pour cette 50 000 pendant 15 ans que de faire acheter un produit, un placement versus un produit d'assurance vie. D'autres questions? Bon.
l'affaire, comme j'ai mentionné, on a souvent le commentaire, j'ai besoin de liquidité, j'ai besoin d'avoir accès à l'argent. C'est encore possible avec un contrat d'assurance vie, c'est juste que ça ne va pas être quelque chose qui est imposable. Fait que c'est un avantage quand même. Deuxième affaire, aide à créer un portefeuille diversifié. On a même une présentation à la Sunlight qui s'appelle « Diversifier l'actif ». C'est un concept, d'après moi, que même les conseillers en placement qui sont vraiment concentrés sur les placements devraient utiliser et implémenter avec leurs clients. De plus en plus, cette génération de clients veut quelqu'un qui fait tout. Il veut juste arrêter avec une personne. Il veut faire affaire avec une personne. Il veut un rendez-vous, une rencontre avec son conseiller. Ce n'est pas nécessaire qu'il va aller chercher 5 conseillers pour 5 différents produits. Donc, pour ceux qui sont des conseillers en placement, qui veulent commencer à faire les assurances pour leurs clients, c'est une bonne affaire pour 2 raisons. Premièrement, c'est la diversification de la portefeuille, c'est la protection de l'actif. Mais deuxièmement, la rétention des clients. Le plus de produits que le client a avec toi, le moins il y a de chances, il y a des risques qu'il va aller changer pour un autre conseiller. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en tête aussi. Bon. Même si vous avez de l'argent déjà dans l'entreprise, l'important, c'est que s'il y a encore de revenus qui rentrent d'année en année, on peut accéder à cet argent pour investir dans le produit d'assurance vie. Donc, on peut laisser un peu dans la compagnie de gestion, comme on avait dit tout à l'heure, et on peut aussi continuer avec les placements existants. Mais peut-être dans le futur, on va faire changer la structure. Oui. Mais dans le cas d'une compagnie qui ne peut pas dépasser 4 ou 500 000, continuer à faire du profit, c'est mieux de faire une stratégie avec une poche universelle parce qu'on peut faire des dépôts additionnels versus une vie entière parce qu'on ne peut pas vraiment faire de. On peut avec la prime plus, hein, mais. OK, bon commentaire. Donc, c'est pas aussi large, l'élastique n'est pas aussi large. Oui. Donc, c'est ça justement pour les propriétaires. Puis c'est pour ça que dans 2 semaines, on va lancer le 2e produit. C'est vraiment un produit qui a été créé pour des propriétaires d'entreprise. Donc, le but du produit, ça va être de rendre le CBR à 0 le plus vite possible. Puis moi, j'ai eu la présentation cette semaine sur le produit. On a vu vis-à-vis la compétition, donc je ne dirais pas lesquels, mais c'est bleu et vert. Et avec ces 2 compagnies, qui est vraiment la compétition dans le domaine de VU, on a rentré à 0 avec le CBR 5 ou 6 ans après les autres, avant les autres. Donc, pour justement cette raison, parce qu'on voit que les propriétaires d'entreprise, ils ont besoin d'avoir un peu de flexibilité envers les dépôts. On a besoin d'assumer que dans le futur, il y aura d'autres argent qui va rentrer dans l'entreprise. Puis, si on n'a pas prévu pour ça avec une vie entière, puis on est, mettons, limité à 50 000 par année, puis veut déposer 65, bien là, ça nous donne l'option de faire encore des dépôts si c'est un VU avec un dépôt maximum, mettons, de 85. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le VU est une bonne solution. Puis si on fait une combinaison VU, puis on utilise comme coût d'assurance TRA, c'est encore plus avantageux pour le propriétaire d'entreprise parce que le CBR n'est pas aussi élevé. Donc, il y a quand même des stratégies à faire avec un VU. Je suis tout à fait d'accord. Donc, s'il y a un transfert à partir de portefeuille de placement traditionnel, commencez par les actifs les plus lourdement imposés. Bien, ça, c'est évident, je pense, pour tout le monde. On ne va pas commencer, s'il y a une compagnie de gestion qui est investie dans des actions, on ne va pas commencer avec des actions, mais on va faire un transfert. Puis encore une fois, pour ceux qui sont responsables des placements pour le client, parce qu'ils sont des conseillers en placement, puis font distingue, etc., bon, on ne prend pas l'actif puis ça va disparaître. On prend d'un placement puis on met dans un autre sous forme d'assurance vie. Donc, ce n'est pas qu'on va aller chercher l'argent de ton client, c'est qu'on va aller le chercher puis on va le mettre dans un autre produit où vous êtes gestionnaire en même temps. Donc, ce n'est pas qu'on vole l'actif, c'est qu'on va faire diversifier la portefeuille.
évidemment, on sait tout qu'il y a eu des changements en 2017 par rapport aux règlements fiscaux. Est-ce que c'est possible que ça arrive encore? Je vous jure, ça va arriver encore. Est-ce que ça va toucher des stratégies de placement? Par rapport à ça, non. Ça, c'est quelque chose que c'est pas la même affaire qu'un prêt en collatéral, c'est pas le même affaire, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui peut changer? Des règles fiscaux, évidemment, ben les taux d'impôt, des affaires comme ça, évidemment, ça peut changer. Mais en même temps, c'est une stratégie qui est implémentée très, très, très souvent et à long terme, ça va être une stratégie qui va être très, très avantageuse pour le client. Bon. Résiliation anticipée, rachat du contrat et possible gain sur le contrat imposable pour l'entreprise. Ça, c'est souvent le commentaire qu'on reçoit. Par contre, le rendement dans le contrat, c'est différent. Donc, l'affaire, c'est que, est-ce que vous êtes mieux? Si on a juste pris, mettons, 50% de l'argent qui est contenu dans la compagnie de gestion pour déposer dans un produit d'assurance vie, est-ce que c'est la valeur de rachat? Ça va être la première chose que nous allons aller chercher si on a besoin d'argent? Non, pas nécessairement. On a d'autres placements, on a comptant, on a d'autres argent dans l'entreprise qui est accessible en même temps. Donc, c'est pour ça que je vous dirais jamais de faire 100% l'argent qui est dans la compagnie. C'est pour avoir une diversification. OK. Évidemment, on a eu des changements relatifs à la manière que nous allons calculer le revenu passif. Ça, il y a eu un gros impact dans l'industrie, mais l'affaire, c'est que c'était un avantage pour les produits assurance vie parce qu'il n'y a pas de maximum. Un 500 000 contenu dans un VU, un 500 000 en valeur de rachat dans une vie entière, quand même pas imposable. Fait que peu importe les changements qui ont pris place dans le marché, pour ceux qui sont investis dans un produit d'assurance vie, c'est pas une question. C'est toujours à l'abri d'impôts. Donc, encore une fois, c'est une stratégie qui est intéressante pour ceux qui veulent diversifier le portefeuille. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut sauver l'impôt. C'est intéressant pour quelqu'un qui a l'argent qui va en rentrer dans le futur puis ne savent pas quoi faire avec, ou peut-être qu'ils ont déjà atteint le 500 000 en revenus passifs. Donc, quand même, on a une analyse à faire avec le client qui a beaucoup dans sa compagnie de gestion présentement. Et on a beaucoup d'analyses à faire pour le client qui a peut-être des plans dans le futur d'utiliser le collatéral, de faire à quoi de la valeur de rachat pour un prêt dans le futur, puis pour faire investir dans n'importe quoi. Donc, la stratégie de placement pour entreprise peut offrir aux sociétés une valeur après impôt, évidemment, comme on avait dit peut-être une centaine de fois aujourd'hui. L'actif par rapport à une stratégie de placement imposable, évidemment, on a vu dans les deux situations, que ce soit avec la vie entière ou la VU, que c'était plus avantageux d'avoir la stratégie que juste d'avoir le placement pour le même montant d'argent par année. Et donc, ça passe à la deuxième génération, ça va passer à la succession. C'est plus d'argent qu'il y aurait dû avoir avec juste un placement traditionnel. Donc, on a beaucoup, encore une fois, sur le site des conseillers. On a toutes ces informations disponibles. Pas nécessaire d'avoir un code Sun Life, pas nécessaire d'avoir un accès ou un mot de passe. Vous avez juste à aller sur le barre de recherche que nous avons en haut et indiquer stratégie de placement, ou même nous avons une boîte en vert qui indique stratégie et concept. Vous avez à cliquer là-dessus et toutes les stratégies seront là, ainsi que les matériaux de marketing qui les accompagnent. Et voilà, donc ça, j'ai mentionné tout à l'heure, ça, c'est ce qui est possible d'être produit avec notre logiciel. Donc, pour un client que vous voulez présenter ce concept, vous allez indiquer les paramètres. Donc, la prime annuelle, l'âge, même on peut indiquer le placement alternatif, donc le placement traditionnel. La première ligne, comme je vous ai montré tantôt, va démontrer qu'est-ce qui arrive avec un placement qui peut être liquidé ou bien accédé pendant la vie du client
ou au décès du client et ça va calculer, ça c'est l'important, ça va calculer les chiffres. Donc, les chiffres qui sont pertinents à la situation spécifique pour ton client. Et donc, vous avez ici la première ligne qui va être le placement et la deuxième ligne qui va être la stratégie. Et donc, achetant avec le même montant d'argent par année, vous allez acheter le produit d'assurance vie et ça va calculer, encore une fois, dans chaque boîte, vous allez voir capital d'essai, montant crédité au CDC, montant de la CBR, tout avec espérance de vie, âge de 92, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment à vous de contrôler l'affaire dans le logiciel. Et ici, où vous voyez le logo Financière Sun Life, il y aura une boîte en jaune qui va indiquer avantage de la stratégie. Puis comme je vous ai montré dans les tableaux tout à l'heure, ça vous montre 500 472, mettons, ça va vous indiquer la valeur d'avoir une stratégie versus un placement pour le client. Ça fait 15 ans, puis 15-20 ans, puis il a fait la stratégie très tôt, il décide de vendre. Fait qu'il y aura sûrement une possibilité de faire un changement de propriétaire. Mais dans ce cas-là, probablement, on aurait été toujours mieux d'avoir comme propriétaire la compagnie de gestion pour éviter un changement de propriétaire. Parce que normalement, tu vas garder la compagnie de gestion jusqu'au décès du client. Donc, c'est pour cette raison, on suggère que la compagnie de gestion, oui. Mais d'où vient l'avantage de faire un 15 paiements, exemple? Bien, l'avantage, c'est que ça va être libéré. OK, après 15 ans. Donc, s'il vend dans la 20e année, c'est déjà payé. On a juste à faire un transfert de propriétaire, si possible. Mais là, évidemment, il va falloir faire un calcul actuarial pour savoir si c'est quoi la juste valeur marchande. Fait que ça, c'est un peu plus compliqué. On est mieux de faire, on peut faire un contrat libéré dans 15 ans où le propriétaire et le payeur étaient toujours la compagnie de gestion. C'est ça qui est plus simple, toujours. Toujours. Pour justement cette raison, parce qu'une compagnie d'opération, c'est fort probable que ça va être vendu. C'est pas normal qu'on a quelqu'un de 92 ans qui est encore gestionnaire ou qui produit encore un revenu dans une compagnie d'opération. Par contre, ils ont toujours leur compagnie de gestion. Pourquoi? Parce que ça va sauver l'impôt. Donc, on met toujours le propriétaire comme compagnie de gestion. Est-ce que ça répond à la question? OK. Je pense que c'est tout. Et voilà, ça c'est notre logiciel. Si jamais vous avez des questions, vous voulez savoir comment naviguer le logiciel, comment le télécharger, comment l'accéder sur le site web, parce que tu peux faire ça par web aussi, laissez-moi savoir, je peux toujours séduire une formation. Si pas avec moi, ça va être avec mon soutien à l'interne, mais il y aura toujours quelqu'un qui peut vous aider à naviguer non seulement le logiciel, mais aussi le site des conseillers. Je pense, OK, c'est le dernier. Fait que pour ceux qui commencent maintenant à chercher dans leur tête, est-ce que j'ai des noms, est-ce que j'ai des propriétaires d'entreprise, des actionnaires, que peut-être ça va valoir la peine de regarder le dossier puis voir est-ce qu'il y a un peu d'argent qu'on peut sauver ici avec la stratégie de placement? Est-ce que c'est possible d'avoir une copie? Je ne suis pas certaine si celle-là, je peux envoyer. Par contre, l'étude de cas et toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui, c'est disponible sur le site des conseillers parce qu'on a des matériaux de marketing qui contiennent l'étude de cas qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est déjà là. Et encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, juste à me le demander, m'envoyer un courriel. Donc, pour ceux qui cherchent à savoir, qui cherchent à voir certains clients puis sont en train de décerner si il y a un besoin dans leur liste de clientèle, je vais vous dire que probablement, ça va valoir la peine avec chaque propriétaire d'entreprise que vous avez. Vous êtes mieux de faire l'analyse, vous êtes mieux d'aller dans le logiciel et calculer l'avantage d'implémenter la stratégie. Donc, je vous invite tous à juste faire l'exercice, prenez-en 5 de vos clients qui sont des propriétaires ou des actionnaires d'entreprise et faites le calcul, faites l'analyse. Puis, je vous jure que probablement, vous trouviez au moins 3 ventes à le faire.
Est-ce que vous avez des questions? En ligne, est-ce que vous avez des questions? Martin, il n'y a jamais. Martin, il n'y a pas de questions, mais il répond super bien. Louis aussi, merci. C'est bon. C'est bon? Merci tout le monde. Bon week-end. Puis à la prochaine. Bye. Oui, la feuilleté. À distance, une autre affaire à ajouter, l'outil va être responsable pour les UFC. Donc, inquiétez-vous pas. Merci d'être présent aujourd'hui. J'imagine la plupart d'entre vous sont dans les cotons ouatés puis très confortables. Donc, félicitations. Bon week-end tout le monde.